Merci tout le monde d'avoir participé à cette minute de silence. Et c'est aussi un petit rappel pour dire que si vous pouvez faire quoi que ce soit pour lutter contre l'injustice qui persiste à travers le monde, s'il vous plaît, faites-le. Même si parfois vous avez l'impression que ce n'est pas quelque chose de très important, une grande action. Eh bien, si on continue de se rassembler, de faire communauté et de dénoncer les injustices, on peut faire preuve à ce moment-là d'humanité. Et je crois que c'est probablement une des choses les plus importantes à faire aujourd'hui. Merci, Luigi. Et merci d'avoir guidé cette minute de silence qui est très, très important pour intégrer et digérer ce qui se passe à travers le monde. Diapositive suivante. Formidable. Alors aujourd'hui, nous avons quatre orateurs et oratrices absolument formidables avec nous. Donc on va essayer d'aller vite pour leur donner le temps nécessaire à leur présentation. Et nous avons quatre objectifs d'apprentissage. Tout d'abord, articuler les connexions entre la géopolitique, le changement climatique et la sécurité. Deuxièmement, comprendre l'impact de la géopolitique internationale, des politiques de changement climatique dans différents contexte géographique et politique. Et enfin, comprendre comment le changement climatique et la géopolitique sont liés au cas bien précis de l'Ukraine, de la Palestine et du Soudan. Et le dernier objectif, le dernier résultat que l'on souhaite obtenir, c'est vraiment avoir ce moment d'échange où on arrive à s'écouter, à intégrer, à bien digérer, toutes, les informations qui sont diffusées à travers qui passent sur l'actualité et continuer à faire preuve de solidarité. Diapositive suivante. Alors, on va commencer avec, le docteur Danazri Jarayam. Ensuite, il y a, ma collègue, le docteur Evgenia, Kopetsia, qui nous parlera du contexte en Ukraine. Nous avons également Hassan Hamad qui parlera du contexte palestinien et enfin Nisrin Elsheim, qui est une militante soudanaise. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Luigi pour présenter notre première oratrice. Merci, Alexis. Alors, pour notre première oratrice, nous avons avec nous le docteur Danasri Jaraya. Elle va nous faire une introduction au contexte général. Elle est professeure adjointe au département de géopolitique et de relations internationales et elle est également coordinatrice du Centre d'études climatiques de l'Académie d'enseignement supérieur de Manipal, le MAHE, dans l'État du Karnataka, en Inde. Elle est titulaire d'un doctorat en géopolitique et relations internationales. Ses principaux domaines d'intérêt sont la politique et la diplomatie climatique, la sécurité environnementale et militaire, la politique environnementale régionale en Asie et la conciliation de la paix environnementale. Elle est l'auteur de Sortir de la serre, le leadership indien à l'heure du changement environnemental, écrit en 2012, et Diplomatie climatique et économie émergente, l'Inde comme étude de cas, écrit en 2021. Docteur Danazri, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis et je vous passe la parole. Merci beaucoup, Alexis. Merci, Luigi, pour cette introduction. Et merci de m'avoir invité pour participer à ce programme qui est vraiment incroyable et qui rassemble des voix très importantes. Il y a énormément de personnes intéressées par la justice climatique et le changement climatique à travers le monde. Alors, comme j'ai des problèmes de connexion Internet, je ne vais couper ma caméra si ça va pour tout le monde. Mais voilà, je vais partager ma présentation et principalement, je vais parler du lien entre le changement climatique et la géopolitique. Ce qui est très important de comprendre, alors juste un instant, c'est que bien souvent, on parle du changement climatique comme étant complètement déconnecté de la géopolitique et des conflits qui frappent le monde entier. Souvent, on en parle en termes très globaux, hein, parce qu'il y a des négociations sur le changement climatique qui ont lieu sur la scène internationale. Et souvent, c'est également quelque chose, notamment avec les conventions climat. Et donc, aujourd'hui,
Je vais vous faire une présentation à un niveau macro de la géopolitique. Alors, on en a parlé, on sait ce qui se passe en ce moment. Le Gilles l'a mentionné au début de la saison. On sait quelles sont les différentes injustices qui sévissent à travers le monde. Et il faut ici faire le lien avec le changement climatique et ses différentes problématiques. Donc, quels sont les risques globaux et comment est-ce qu'ils sont listés, classifiés? Alors, on parle souvent de ces risques quand on parle de l'ordre mondial économique. C'est quelque chose que l'on fait, qui est réinitialisé, retravaillé chaque année. Et on voit un petit peu souvent quelle est la perspective sur le long terme. Donc, il y a souvent, sur la perspective long terme, au moins 4, 5 risques liés au changement climatique. Alors, ce que ça nous dit, c'est que sur le long terme, il y a énormément de risques qui Heu, qui vont avoir un effet boule de neige et devenir des problèmes vraiment majeurs et très graves. Et ce sont des risques qui sont tous interconnectés. C'est aussi pourquoi j'ai mis cette représentation, cette illustration sur la droite de l'écran. C'est quelque ch Ça permet de vous montrer que ces risques, sont tous interconnectés et comment le changement climatique aussi a un lien avec chacun d'entre eux. Que ce soit en lien avec la technologie ou comment est-ce que, la technologie est utilisée, ou est-ce qu'elle est développée, comment le secteur manufacturier a aussi un lien, comment est-ce que le secteur de la communication évolue. Donc tous ces secteurs seront, impactés de la même manière par le changement climatique. Et le changement climatique va aussi forger, et façonner notre manière de comprendre, heu, cette évolution. Alors en termes d'impact sur le climat, bon, je pense que vous êtes assez, familiarisés avec le sujet. En général, je parle des effets directs, indirects et systémiques. Alors quand on parle d'effets directs, il y a l'augmentation des températures, les vagues de chaleur, les typhons, les inondations, les cyclones, et cetera. Alors les impacts de deuxième rang, disons plutôt indirects, on voit comment est-ce que le changement climatique, les effets du changement climatique ont un impact sur la société, sur des secteurs bien particuliers comme l'agriculture, la pêche, d'autres types d'industries, l'eau, l'énergie, les moyens de subsistance, qui est très, très important, surtout dans des pays qui appartiennent au sud global. On peut voir aussi qu'il y a, dans cette catégorie, un effet sur, aussi la mobilité, heu, humaine. Ensuite, en termes d'impact, systémique, on voit qu'il y a un impact sur tout ce qui est commerce, marché, système financier. Là, on a vraiment, une observation de l'impact, à large échelle. On essaie de voir comment le changement climatique peut avoir des conséquences sur même les plus petits États insulaires. Là où la migration est une question, mais aussi on étudie la question des logements sur ces îles sur le long terme. Autre manière d'étudier le changement climatique, surtout à travers le prisme de la géopolitique, c'est de voir comment la dégradation et la perte de biodiversité environnementale est liée avec l'insécurité et le conflit dans bien des contextes à travers le monde. Parce que justement, cela a des impacts négatifs sur les ressources naturelles, les moyens de subsistance et la sécurité des êtres humains. Eh bien, en retour, il y a un effet cascade qui crée davantage d'instabilité, surtout dans des régions où il y a déjà des tensions existantes. Alors, pour vous peindre un petit peu le tableau de la situation en termes de changement climatique et du lien avec la géopolitique, pour vous donner un aperçu général, je voulais vous donner, voilà, cet exemple pour un peu comprendre comment ça se passe, surtout lorsque les intérêts nationaux, sont interconnectés, qu'on parle, de frontières et que justement ces frontières, que les frontières en tout cas de la nature, des ressources naturelles ne respectent pas les frontières, des différents États. Donc c'est quelque chose que l'on voit avec, la région himalayenne du Hindu-Kush. On voit comment les écosystèmes sont tous interconnectés. On voit qu'il y a énormément, de bassins fluviaux qui traversent les frontières.
Et ce que l'on voit, pourtant, c'est qu'il y a très, très peu de coopération ou de moins en moins de coopération sur la gestion transfrontalière de ces ressources en eau. Alors, il y a aussi, toute la région entre l'Inde et le Pakistan où, bien souvent, l'Inde, suspend le traité entre les 2 pays. Donc oui, c'est une situation assez similaire entre, la situation avec le Gange entre l'Inde et le Bangladesh, ou encore, avec des conflits avec la Chine, qui gère les ressources en eau en amont sur les plateaux, à travers différents barrages. Et tout cela a un impact colossal sur les communautés qui dépendent de ces systèmes fluviaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est aussi que le changement climatique a des conséquences sur le flux de ces rivières. Euh, donc, on voit un petit peu à travers cet exemple comment il peut y avoir des tensions géopolitiques qui sont tout à fait directement liées avec des ressources naturelles. Et c'est là que justement le changement climatique vient mettre à mal la coopération, les relations internationales ou transfrontalières. Ouais, surtout, quand on a besoin de mettre en place, des changements, pour s'adapter au climat. Autre aspect que je voulais souligner ici, c'est le problème du changement climatique et de l'armée, donc du secteur militaire. On sait qu'il y a, on ne va pas aborder, trop de choses en détail, mais je voulais souligner plusieurs choses. Il y a le problème de l'émission de carbone liée, au secteur de la défense. L'armée, même dans le cadre, de l'accord de Paris, ne, n'a pas l'obligation de déclarer ses émissions de carbone. C'est une démarche volontaire. Et donc on ne sait pas, il n'y a pas l'obligation de reporter quelles sont les émissions carbone, générées, donc dans des cas de conflit en Ukraine, en Palestine et cetera. Donc c'est très, très difficile de mesurer ça et on peut voir aussi qu'il y a très, très peu de responsabilité. On ne tient pas le secteur militaire pour responsable, par rapport aux émissions, qui ont été générées et qui ne sont pas forcément déclarées, au reste du monde. Donc cela montre à nouveau comment la géopolitique, le changement climatique et la justice sont liés les uns aux autres. En même temps, la- l'armée est aussi un acteur qui doit commencer aussi à donner la priorité au changement climatique parce qu'on voit bien sûr qu'il y a énormément de catastrophes climatiques et catastrophes humanitaires qui ont lieu. euh, Et c'est là que l'armée a un rôle très important à jouer lorsqu'il s'agit d'apporter les premiers secours et de faire les premières interventions. On voit qu'il y a des acteurs, comme par exemple l'OTAN, qui agissent. Donc l'OTAN a créé un centre d'excellence sur le changement climatique et la sécurité. Donc on voit comment il y a une forme d'institutionnalisation de cette notion de changement climatique. Donc ça ne s'attaque pas véritablement à la racine du problème, puisqu'il y a ce problème, des émissions carbone, que l'armée n'a toujours pas l'obligation de déclarer. Il n'y a pas de plan d'action, pour l'instant. Désormais, nous allons passer à une autre région et vous verrez à quel point ces enjeux sont interconnectés. Et il s'agit donc de la transition énergétique. Pourquoi est-ce important? Eh bien, elle peut apporter une solution au changement climatique. Et bien évidemment, la situation est urgente et la transition énergétique est à prendre en compte et la géopolitique joue un rôle important. Comme on le voit, comme on l'a vu plutôt très récemment, les minéraux critiques sont devenus des plus importants. Ils sont utilisés dans le secteur de la défense et dans d'autres types de secteurs comme les infrastructures. Et certaines infrastructures ont besoin de minéraux critiques précis. Nous avons aussi l'énergie solaire, d'autres types de sources d'énergie propres qui pourraient servir à la transition énergétique. Et à nouveau, si on s'intéresse aux débats récents, par exemple aux États-Unis, avec le président Trump, qui s'intéresse de très près aux minéraux au Groenland, eh bien ça prouve à quel point ces minéraux sont importants. Nous avons aussi des minéraux dans les océans
Et c'est bien pour ça que qu'on parle souvent de minéraux au fond des océans. Et de nouveau, plusieurs traités nous permettent d'avancer dans la bonne direction en lien avec la transition énergétique. Il existe également beaucoup de dépôts de minéraux dans le monde et bien évidemment, les États-Unis s'y intéressent de près. Autre exemple, il s'agit du triangle du lithium en Amérique du Sud, en Argentine, au Chili et en Bolivie, plus précisément. Et à nouveau, il s'agit, ou plutôt de nombreux pays en dehors de ces régions s'intéressent de très près à ces régions, notamment dans le secteur de la transportation, où des véhicules ont besoin de lithium et d'autres minéraux. D'autres exemples démontrent que ces industries suivent le même type d'extraction qui existait auparavant dans d'autres industries. Donc nous avons, si nous essayons de diminuer notre dépendance au charbon, alors il existe des options, des industries qui existent depuis longtemps et bien évidemment, ce sera critique et important pour la transition énergétique et pour lutter contre le changement climatique. La Palestine est aussi un exemple important. La Palestine a beaucoup de minéraux, du lithium notamment, et c'est le cas aussi pour la Chine. Et bien évidemment, ces ressources sont intéressantes pour d'autres pays. Il y a également des dépôts de cuivre, des terres rares. Et bien évidemment, ça vient compliquer la géopolitique actuelle. Autre exemple, celui du Congo, que j'ai mentionné dans mon introduction, et j'aimerais vous reparler du Congo par conséquent. Le Congo, par exemple, contribue à hauteur de plus de 60% lorsqu'il s'agit du cobalt. Le cobalt est nécessaire pour la transition énergétique. Mais si on s'intéresse notamment à l'électricité, eh bien seulement 20% de la population aura accès à, du pays aura accès à l'électricité. Donc il y a énormément de potentiel dans ce pays, mais il y a aussi des violations des droits humains, entre autres. Donc ça montre à nouveau comment la géopolitique, à quel point la géopolitique est importante. Bien sûr, ces pays tirent profit des, des ressources, des minéraux comme le Congo, mais ce n'est pas le cas de la population. Il y a des acteurs externes qui jouent un rôle bien plus important. Donc, il existe des tensions à grande échelle au sujet de ces industries qui extraient toutes ces ressources et qui perpétuent les injustices qui ont lieu dans ce pays. Un autre exemple pour démontrer ce dont je viens de parler, et c'est quelque chose dont on parle souvent dans le contexte actuel, il s'agit des îles Pacifiques et des zones économiques exclusives que possèdent ces îles. Et c'est intéressant à nouveau pour les acteurs externes. L'Australie notamment, la Chine, les États-Unis et d'autres pays. Et ces zones économiques exclusives ont des ressources, bien évidemment, ce qui inclut des minéraux, le secteur de la pêche également. Mais ce qu'on voit également, eh bien, c'est le fait que ces enjeux sont également liés à la géopolitique. Un accord a été signé entre l'Australie et l'État Voulou, mais le but est de réduire l'accès à la Chine. Donc, on voit bien que c'est un accord de sécurité, que la sécurité est prise en compte.
C'est ma dernière diapositive et le but est de vous montrer, qu'en termes de géopolitique, voilà ce qu'on voit. Il y a quelques années, le Forum des îles Pacifiques a mis en place rédigé une déclaration pour la protection des personnes et c'est une déclaration importante parce que beaucoup de personnes risquent de perdre des États puisque pour le moment, le droit international ne reconnaît pas le changement climatique. Ce qui prend en compte la loi, le droit maritime également. Donc, il est important d'établir le fait que les États doivent être protégés. Et nous avons également d'autres cas où le changement climatique est pris en compte et où nous avons différents pays qui collaborent et qui essaient de trouver des solutions tous ensemble en termes de changement climatique. C'est le cas de la Cour internationale de la justice, notamment, qui prend en compte de nombreux éléments et qui sont liés les uns et les autres. Donc c'est un aspect positif, mais en termes d'avancée, il est important de faire avancer, ce message. Il s'agissait de messages que j'avais déjà mentionnés, donc je ne vais pas me répéter. Merci de m'avoir écouté, merci de votre attention et n'hésitez pas si vous avez la moindre question, je serai ravie d'y répondre. Merci beaucoup. Merci, heu, Danesri, c'était, très intéressant. Hem, nous en avons appris beaucoup sur certains, pays. Il y avait beaucoup d'éléments que je ne connaissais pas, que je ne savais pas. Je donne maintenant la parole à Alexis, qui va donner la parole à notre prochain orateur. Merci, merci docteur Jayaram, c'était si intéressant et ça nous a vraiment, permis de commencer notre, réunion sur, une bonne note. Désormais, nous allons passer à notre prochaine oratrice, une de mes collègues à l'université d'Oxford. Il s'agit, d'Ivina Kapitsa, qui est, juriste spécialisée dans le droit de l'environnement, du climat et de l'énergie dans une perspective internationale européenne et ukrainienne. Elle a rejoint la faculté de droit de l'université d'Oxford en avril 2023. Elle se concentre sur le changement climatique, les dilemmes juridiques liés à la neutralité carbone à l'ère de crises multiples. Elle est également professeure associée à l'Université nationale de droit Yaroslav Moudry, où elle dirige le Centre de recherche développement durable et droit de l'environnement et coordonne le pôle de transition énergétique Europe-Ukraine. Il s'agit d'un consortium international visant à tirer parti de la reconstruction verte de l'Ukraine et à fournir un soutien pour renforcer la gouvernance, les cadres réglementaires et les mécanismes de marché de l'Ukraine dans le domaine de l'énergie, de la durabilité et de l'action climatique. Merci de votre présence, merci d'avoir accepté d'être parmi nous. Nous sommes ravis de votre présence et je vous donne donc la parole. Merci à tous et à toutes, merci pour cette introduction. Est-ce que vous voyez ma diapositive à l'écran? Oui, parfait. Merci beaucoup. Merci, Danesri, de nous avoir présenté tous ces enjeux. Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur l'étude de cas de mon pays. Mais je vais tout d'abord commencer avec une question ouverte. Est-ce que le zéro net peut garantir la paix? C'est bien pour ça que le titre de ma présentation aujourd'hui est le suivant, au-delà de la crise. Et de ce fait, chers participants, j'aimerais que vous jetiez un œil à ces deux images à l'écran et essayez de réfléchir, de faire une pause, de regarder l'écran et de vous demander quel est le point commun entre ces deux images. À droite, nous avons la guerre qui a commencé en 2014, la guerre en Ukraine donc. Et à gauche, nous avons les incendies en Californie en 2024. N'hésitez pas à partager vos idées, vos réflexions en réponse à la question. Qu'y a-t-il en commun entre les deux images? N'hésitez pas à écrire dans le chat. Oh, parfait, super. Je viens d'ouvrir le chat. C'est parfait.
La violence, l'instabilité, les émissions de carbone, l'insécurité, les dégâts, les pertes, oui, ce sont de belles idées, de bonnes idées. Les catastrophes, les incendies, perte des moyens de subsistance. Oui, 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 les incendies aussi. Les aides humanitaires, et à quel point c'est nécessaire. La menace à l'existence humaine, les émissions de carbone. Et nous en avons parlé dans la présentation précédente. L'environnement, la dégradation de l'environnement. Oui, le capitalisme aussi. Et j'aime beaucoup le sujet du capitalisme. Quand on parle de l'instabilité et de l'insécurité climatique, ça, c'est vraiment l'un des thèmes clés. Les conséquences également, les résultats. Il nous faut également penser à la persévérance, au cadre de la résilience climatique, aux dégâts qui sont irréversibles, la guerre. Oui, ah, c'est fantastique, ce sont de très bonnes idées. La monopolie des ressources naturelles, oui aussi, bien sûr. L'inaction géopolitique, ou le monopole plutôt, l'interprète se reprend. Nous avons un public qui a des connaissances. Merci beaucoup. J'apprécie votre participation et le fait que vous ayez échangé des idées. Si vous avez d'autres idées à un moment donné, n'hésitez pas à les partager. Et vous avez tous et toutes raison. En effet, il y a beaucoup de choses en commun entre ces deux images. Pour quelconque raison que ce soit, les êtres humains ne prêtent pas assez attention à la situation. Mais il y a un autre thème clé. Il s'agit des combustibles fossiles. Ça, c'est l'énergie. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces combustibles fossiles? Eh bien, parce que il s'agit d'extraction et on voit bien que la plupart des guerres et des conflits dans le monde entier qui ont lieu au XXIe siècle, on voit à quel point ces guerres sont liées au combustible, on voit à quel point c'est lié au génocide dans le monde, ainsi qu'à différents conflits, notamment au Mozambique, et bien évidemment à l'agression russe envers l'Ukraine. Mais il s'agit d'un sujet intéressant d'un point de vue de la recherche, puisqu'on s'intéresse à l'énergie. Et l'énergie a toujours été une ressource qui permet aux êtres humains d'avancer. Mais en même temps, l'énergie est à la base de l'injustice, du changement climatique et des inégalités. Et si vous regardez ce graphique, celui-ci montre les émissions les plus élevées de 1850 à 2021, et ce parmi différents pays. Vous avez donc tout en haut les trois premiers pays qui sont responsables des émissions les plus élevées. Nous avons donc les États-Unis, la Chine et la Russie. Quand je regarde ce graphique, à chaque fois, je me dis, ah, attendez, il y a quelque chose de plus profond quand même. Et si on s'intéresse aux combustibles, non pas comme étant la source du changement climatique, mais aussi comme la source des conflits et aussi la source du recul démocratique. C'est le cas donc. Il y a donc une relation entre la dépendance aux combustibles fossiles et entre cette dernière et les institutions démocratiques. Et les pays qui utilisent le plus de combustibles fossiles ont un taux moindre en termes de démocratie. Donc, les combustibles fossiles ont des conséquences négatives sur la démocratie. Et j'aimerais vous parler du recul démocratique des États-Unis. Et je suis sûre que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Nous avons le facteur
Trump. Et quand des mesures politiques sont mises en place par Trump, eh bien, on voit très clairement le lien entre les inquiétudes actuelles en termes de démocratie, de normes démocratiques, de polarisation et d'état de droit. Tous ces éléments sont liés. Donc, les combustibles fossiles ne sont pas seulement la source du changement climatique, ils ne sont pas seulement la base du changement climatique, ils sont à l'origine des guerres. Et quand la guerre a commencé en 2022, un article a été publié dans Le Guardian. Et les scientifiques, ou plutôt le scientifique le plus connu en Ukraine, Svetlana Kravovska, alors que ce scientifique prenait part à une réunion sur le changement climatique, et cette scientifique est une femme, elle a parlé aux participants de la réunion et elle leur a dit, ce n'est pas une guerre d'agression, c'est une guerre liée aux combustibles fossiles. Et en 2021, l'Institut finlandais d'affaires internationales a précisé que la transition menée par l'Occident, qui consiste à abandonner une économie fondée sur les combustibles fossiles au profit d'une économie fondée sur les énergies renouvelables, pourrait renforcer les soupçons des dirigeants russes à l'écart de la politique climatique mondiale. Et de ce fait, selon Anderson et Mitrova, l'augmentation mondiale des objectifs en matière d'énergie renouvelable et la transition vers une économie énergétique décarbonée sont considérés en Russie comme une menace importante pour les recettes d'exportation et par conséquent pour la sécurité économique et donc politique du pays. Et tout ça, ça a été publié en 2021. Et ça peut paraître logique, mais pas pour tout le monde. Je vais désormais vous donner quelques chiffres. 7 000 milliards de dollars ont été dépensés dans le monde pour subventionner, et ce en 2022, et ce pour subventionner les énergies fossiles. Alors que la Russie continue à obtenir des subventions, environ 800 milliards d'euros de revenus de ses exportations d'énergie fossile depuis le début de la guerre totale en Ukraine. Ce qui lui a permis d'investir ses fonds dans la militarisation et la production d'armes. Mais ce n'est pas tout. Par exemple, en Belgique, la Belgique, qui soutient l'Ukraine, a alloué environ 350 millions d'euros à l'aide humanitaire en faveur de l'Ukraine, tout en investissant simultanément des milliards dans le gaz naturel liquéfié russe. Et en 2023 seulement, l'UE a dépensé 8,3 milliards d'euros pour le GNL russe, tout en facilitant les exportations de GNL vers la Chine et l'Inde grâce à des transports continus dans le port de Zeebrugge. Mais ce n'est pas tout. Un citoyen européen moyen a payé plus de 500 euros pour des combustibles fossiles russes depuis l'invasion. Et donc, la Russie continue à bénéficier de revenus. C'est ce qui se passe en ce moment et c'est ce qui se passe depuis l'introduction de sanctions en Russie. Et grâce à ce graphique, on voit bien qui a acheté des combustibles fossiles russes. Nous avons au départ la Russie, on en a entendu parler dans les actualités, mais à nouveau, de nombreux pays européens continuent à faire de même, malgré l'invasion russe. Les politiques continuent d'être contradictoires. Ces nations continuent d'apporter un soutien financier
à la Russie à travers des projets liés aux combustibles fossiles. Si les États membres de l'UE dépensaient cette quantité d'argent pour des solutions d'énergie verte, mais pourquoi on ne peut pas dire qu'on ne peut pas s'éloigner des combustibles r- fossiles russes? C'est ce que l'UE aurait pu proposer comme réponse. On aurait pu proposer plus de 2000 panneaux solaires pour des particuliers, plus de 23 000 champs solaires de la taille de terrain de football, beaucoup plus de pompes à chaleur, beaucoup plus d'isolation énergétique des maisons, de champs éoliens offshore ou onshore. Mais à la place, la guerre et l'agression de la Russie à l'encontre de l'Ukraine continue d'être alimentée par l'argent venant des combustibles fossiles et de créer des dégâts sans précédent. Pas uniquement en Ukraine, mais dans le monde entier. S- Sur ce tableau, on voit le niveau, le taux de pauvreté en Ukraine. Et on voit très bien les conséquences de l'invasion à grande échelle de la Russie sur l'économie mondiale, sur l'économie de l'Ukraine à partir de 2020. Ouais, on parle aussi de pertes humaines colossales en Ukraine. Et ce n'est qu'une des pièces du puzzle de cette dépendance aux combustibles fossiles. La reconstruction de l'Ukraine pourrait devenir l'un des défis multilatéraux les plus difficiles du XXIe siècle. Et aujourd'hui, les coûts sont estimés à environ 500 milliards d'euros, à savoir près de 3 fois le PIB nominal estimé pour l'Ukraine en 2024. Mais au-delà de la reconstruction physique, il y a encore énormément de choses qu'il faut reconstruire et investir, à savoir investir dans la population, dans euh, l'obtention de la justice. Et donc, on parle d'une reconstruction pas uniquement physique et matérielle. Elle va au-delà de tout cela et elle prend en considération l'aspect social, environnemental et économique. Alors, puisque nous sommes réunis ici pour parler de l'environnement, du changement climatique et de la géopolitique, il faut aussi se rappeler que la nature est aussi une victime de cette guerre. La nature est une victime silencieuse de la guerre. Euh, C'est un intitulé qui a beaucoup fait l'actualité pendant à l'occasion de nombreux conflits, que ce soit l'Ukraine, à Gaza, au Soudan ou ailleurs. Les dégâts environnementaux représentent aujourd'hui à plus de 200 milliards de dollars américains. Plus de 20% des forêts ukrainiennes ont été brûlées par des missiles. Il faudra au moins une décennie pour que cela se reconstruise et que cela reprenne vie correctement. Aujourd'hui, l'Ukraine est un des pays les plus marqués par les missiles et par les mines, en tout cas. Euh, 30% des terres des terres agricoles en Ukraine n'ont pas pu être exploitées en 2023 à cause de la pollution des missiles. Et quelque chose qui a été dit également par l'oratrice précédente, la guerre alimente le changement climatique. Et à partir de décembre 2024, les émissions de gaz à effet de serre liées à la guerre ont atteint les 175 millions de tonnes, d'équivalent de tonnes de CO2, ce qui équivaut aux émissions de CO2 d'un pays comme la Belgique. Et comme on l'a déjà dit, le régime international sur le climat actuel ne prévoit pas de mesures de responsabilité pour les émissions qui sont justement liées à ces différents contextes et conflits. Ça, c'est un rapport qui a été publié en février 2024 et qui calcule le total des émissions de gaz à effet de serre après 2 ans de guerre de la Russie envers l'Ukraine. Et on voit aussi que ces émissions de gaz à effet de serre seront tout à fait liées avec la reconstruction du pays et sa reprise.
Autre point que je voulais souligner, c'est que l'énergie, certes, est source de crise climatique, mais également de la des injustices, de nombreuses guerres et c'est aussi aujourd'hui l'énergie est devenue une cible. Depuis 2022, les forces armées russes ont ciblé délibérément les infrastructures énergétiques. Cela a des conséquences sur les systèmes de distribution de ces ressources énergétiques et en 2024, des attaques stratégiques ont été menées contre des, centrales énergétiques. Avant 2022, l'Ukraine pouvait générer jusqu'à 32 gigawatts d'énergie et aujourd'hui, bien sûr, ce n'est plus le cas. Donc sur cette carte, on peut voir les différentes infrastructures qui ont été ciblées. 2,5 millions de foyers continuent d'être, durement touchés. L'Ukraine est toujours, au f sur la ligne de front est la première re ciblée mais elle continue de se battre pour, la démocratie. Ben, de défendre les valeurs, européennes et l'Ukraine montre une force sans précédent, une résilience sans précédent, et une coopération, créée justement avec ses différents alliés et l'Ukraine a toujours eu, vraiment un avantage à cet égard. L'Ukraine a montré comment faire preuve de résilience. Les, Ukrainiens ont réussi à rétablir, une forme de distribution d'électricité et de sources de chaleur à travers le pays. Et tout cela est lié aux leçons apprises, aux enseignements qu'il faut tirer. Et ce sont des enseignements que tout le monde devrait retenir également. Tout d'abord, les infrastructures centralisées basées sur les énergies fossiles sont vulnérables, les systèmes d'énergie traditionnels ne sont pas sûrs et les systèmes énergétiques basés sur les énergies renouvelables peuvent garantir une sécurité énergétique et accélérer les efforts de transition vers la neutralité carbone. On peut mettre plusieurs semaines pour remplacer euh, des centrales, mais pour changer des panneaux solaires dans des champs de panneaux solaires, cela peut prendre seulement quelques semaines. Parfois, il faut 5 à 6 ans pour construire et pour parfois aussi rénover des infrastructures stratégiques et d'énergie fossile, là où la durée est beaucoup plus courte pour des énergies renouvelables. La conclusion, c'est que la transition énergétique n'est pas un luxe et qu'en Ukraine, on n'a pas ce luxe du temps, justement. Et voici les exemples pleins d'espoir qui montrent comment l'Ukraine réussit à avancer dans cette transition malgré l'agression de la Russie. Ces efforts ont été principalement mis en place grâce à des installations renouvelables dans les foyers, dans des zones commerciales. Heu, on voit aussi l'utilisation d'énergies renouvelables comme l'éolien, la biomasse, le solaire et parfois des petits projets, hydro. Et l'Ukraine a réussi à installer beaucoup plus de panneaux solaires depuis l'agression, heu, de la Russie, que ne l'a fait le Royaume-Uni. Oui, je vais essayer de clôturer dans 1 minute, pardon. Alors quelques exemples qui nous montrent comment est-ce que la transition énergétique a été menée, en Ukraine. Des panneaux solaires ont été installés, sur les toits d'hôpitaux, d'écoles. Alors ça, c'est un exemple d'hôpital. Ça, ce sont des panneaux solaires qui ont été installés, dans des cours, dans heu, dans des terrains de jeu. Ça, c'est un bloc d'appartements à Kiev où des panneaux solaires ont été installés sur les toits pour alimenter les ascenseurs et les pompes à chaleur. Là, c'est une citoyenne, Svitlana Krakowska, scientifique climatique, qui a installé des panneaux solaires sur son toit à Kiev. Autre exemple d'un hôpital qui a fait la même chose sur son toit avec des panneaux solaires pour pouvoir maintenir ses opérations malgré les coupures de courant.
La transition énergétique, pardon, a montré la résilience de l'Ukraine malgré son contexte. Et donc, l'Ukraine a des choses à apprendre au reste du monde et notamment à l'Europe occidentale. Alors, pour conclure brièvement, dans les enseignements tirés, la résilience et la sécurité énergétique sont complètement liées. Il faut s'éloigner de la dépendance des combustibles fossiles et avoir une approche de sécurité énergétique où tout le monde peut être protégé et là où on donne plus d'importance aux initiatives communautaires. Merci beaucoup. Et j'aurais encore, beaucoup de choses à dire il me reste encore des diapositives, mais je les partagerai avec vous et je conclus sur sur cette question. Est-ce que la neutralité carbone peut être inclusive? Est-ce qu'elle peut être juste? Est-ce qu'elle peut mener à, la reconstruction et la reprise? Mais je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Yevgenia. Merci pour votre travail et merci d'avoir clôturé votre présentation avec l'exemple de la résilience de l'Ukraine et de sa transition énergétique malgré le contexte de la guerre. Alors, pour petit rappel, vous pouvez aussi trouver dans le partage des ressources des lectures suggérées par des documents suggérés par les oratrices, que ce soit proposé par Evgenia, par le docteur Danasri, etc. Donc, vous aurez des documents vers lesquels vous tournez pour alimenter ces recherches et ces informations. Alors, je vois aussi qu'il y a donc l'enregistrement est en cours, mais quelqu'un a activé le sous-titrage. S'il vous plaît, n'hésitez pas à le laisser en anglais, sinon ça changera pour tout le groupe. Alors, après cette session, on aura une session en salle séparée, ça va durer à peu près 15 minutes et ça nous donnera, le temps aussi de, voilà, échanger de manière un petit peu plus, entre nous, d'apprendre à se connaître aussi. Donc n'hésitez pas à bien, changer votre nom et à préciser dans votre nom, la langue, dans laquelle vous souhaitez vous exprimer. Très bien, alors aujourd'hui, on va accueillir notre troisième orateur et j'ai très, très hâte de le présenter parce qu'il m'a beaucoup inspiré d'un point de vue personnel. Hassan est analyste de données, entrepreneur spécialisé dans la résilience climatique, particulièrement engagé dans la justice environnementale et les droits humains. Il est également cofondateur d'une start-up sur Heu, l'environnement et l'agriculture qui a permis la création de la start-up Zaytunic qui permet la réutilisation de déchets pour les transformer. Hassan, la parole est à vous. Merci, merci beaucoup Luigi. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. L'année dernière, j'étais un peu à ta place, je faisais partie justement de ces co-hôtes, de ce programme et ça m'a apporté énormément de choses, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Ça m'a permis aussi de poser énormément, de questions et de développer aussi des liens, d'amitié très intéressants et très importants. Alors, aujourd'hui, j'aimerais, vous partager, mon expérience personnelle. Je voulais aussi remercier, les oratrices précédentes d'avoir justement jeté des bases très claires, sur le lien entre la géopolitique et le changement climatique. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer en parlant des gens, en parlant des peuples. En tant que militant, climatique, vous connaissez très bien, les problématiques auxquelles nous sommes confrontés, des problèmes de, pouvoir, de géographie et de géopolitique. Donc notre manière d'analyser la situation, justement, change notre manière de faire plaidoyer et comme je viens de Palestine, j'ai, perdu énormément de membres de ma famille, beaucoup, beaucoup d'amis dans cette, guerre catastrophique et j'ai vu énormément de personnes passionnées et engagées, vouloir apporter leur aide. Mais bien souvent, voilà, il y a ce plaidoyer pour la Palestine, pour l'Ukraine et parfois on ne prend pas suffisamment, on ne se concentre pas assez sur les gens, en fait. Sur cette première diapositive,
Ici, ce qu'on voit à l'écran, alors on pourrait les appeler des réfugiés climatiques. À droite, c'est une femme, avec son enfant dans un camp de réfugiés à Gaza qui essaye de nourrir son enfant, qui cherche, de la nourriture. Mais moi, ce que je vois et ce que j'encourage les gens à voir, en réalité, c'est que en fait, ces personnes sont des experts en géopolitique. J'ai J'ai beaucoup perdu, j'ai perdu toute ma carrière, tous mes espoirs, professionnels. J'ai perdu des amis, de la famille et en fait, cette personne à droite sur la photo, est meilleure experte géopolitique et climatique que moi, parce qu'elle est sur le terrain, parce qu'elle vit les choses. Donc quand on pense à la géopolitique, on pense que voilà, des États, sont, des personnes et que les personnes sont des chiffres. Donc dans le conflit israélo-palestinien ou, entre de la Russie envers l'Ukraine, on parle de chiffres. Donc on a et aussi on a des grandes figures représentatives de voilà, de ces conflits qui s'affrontent, des soldats qui, s'affrontent, d'un État à un autre à travers des frontières et des territoires. Mais on oublie, en fait, les gens, les civils. Ah voilà, parfois on dit: «Oui, 100 civils palestiniens à Gaza ont été tués par une frappe aérienne». Bon, c'est quelque chose qui fait l'actualité, qui fait la une et le lendemain on l'a oublié et après on parle de l'avancement sur le territoire. Donc en fait, quand une famille est détruite en Palestine, ça n et qu'un appartement est détruit, ce n'est pas juste un bâtiment qui est détruit, c'est que des gens qui perdent leur sécurité, qui perdent leurs moyens de subsistance, qui perdent leur toit, qui perdent leur maison et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on parle justement de cette notion de géopolitique. Diapositive suivante. Alors qu'est-ce que la géopolitique? Alors un peu plus tard, je vais vous expliquer pourquoi on va essayer de voir qui compte, qui ne compte pas et cetera. Mais ici, la géopolitique, c'est la compréhension de choses comme, heu, comment des frontières, des ressources naturelles sont utilisées par différents acteurs. Quelles sont les dynamiques de pouvoir, d'un point de vue géographique, géopolitique et comment est-ce que cela structure un peu la scène internationale? Donc la question principale, qu'on pose, c'est qui est impliqué? Quel État obtient quelles ressources? Où se trouve cette ressource? Et pourquoi est-ce que cet État est intéressé par cette ressource? Et pourquoi est-ce que cet État occupe tel territoire? Donc ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de changer notre perspective, de basculer et de plutôt de se demander qui profite de cette situation géopolitique? Qui est protégé? Qui sont les personnes qui souffrent? Qui est-ce qu'on écoute aussi? Est-ce qu'on écoute, les récits des diplomates et cetera? Ou est-ce qu'on écoute les récits des personnes sur le terrain? Et je dirais que le meilleur exemple, c'est, de se demander, voilà, qui contrôle les ressources en eau, dans la région? Est-ce que c'est l'Égypte ou l'Éthiopie? Bon, et on ne se demande pas qui profite, en fait, de cette situation géopolitique et cela permet, justement d'avoir un aperçu beaucoup plus clair sur la situation. Si on prend, par exemple, un projet qui, heu veut s'accaparer, un morceau de territoire et qui va abattre des arbres et cetera, bon, il faut se demander: «Est-ce que, ce territoire, accaparé, est pris, et est-ce qu'il est, déjà occupé par, un peuple autochtone? Est-ce que l'on Pourquoi est-ce qu'on va utiliser ces ressources naturelles pour pour des composants de batterie? Bon, quelle est la conséquence d'une exploitation minière? Comment est-ce que cela va changer la vie de ces personnes? Donc, il faut se dire que les personnes les plus vulnérables à ces décisions géopolitiques et au changement climatique, doivent être les personnes qui font le plaidoyer, qui font partager leurs récits et leurs informations et leur expertise. Diapositive suivante.
Qu'est-ce qui compte comme géopolitique? Qu'est-ce qu'on inclut dans la géopolitique? Et pourquoi est-il important de se poser cette question? Tout d'abord, eh bien, ça change ce qu'on voit. On voit des armées, des dirigeants, des hommes qui se battent pour des ressources, pour des intérêts individuels. Et si on s'intéresse de plus près aux individus, à quel point ils sont importants, à leur vie quotidienne, à leur corps, par exemple, si je reviens à la jeune femme dans la première diapositive, si on pense au conflit en Palestine ou à la guerre à Gaza, est-ce qu'on pense, est-ce qu'on pense au fait que cette femme cherche de la nourriture pour son enfant? Ou est-ce qu'on pense plutôt, euh, ou plutôt quand on s'intéresse à la guerre à Gaza, est-ce qu'on pense au fait que qu'il y ait autant de soldats, eh bien ça façonne la vie quotidienne des adolescents, leur évolution. Donc si on s'intéresse de plus près à toutes ces choses-là, on voit bien plus loin et on va bien au-delà. Prochaine diapositive. Ce qui est le plus important, c'est qui, qui peut s'exprimer. Est-ce qu'il s'agit simplement des diplomates, des experts militaires ou des personnes lambda? Avec un peu de chance, je viens d'une minorité marginalisée et avec un peu de chance, j'ai étudié l'anglais, mais beaucoup de personnes dans mon village ne parlent pas anglais et je ne pense pas que toutes ces personnes dans mon pays qui ne parlent pas anglais auraient pu avoir ce type de conversation. Et pourtant, ils en savent plus sur la géopolitique que moi. Donc, quand on se pose la question suivante, quelles sont les conséquences corporelles d'un poste de contrôle sur une autre personne? Qu'est-ce que la sécurité veut dire quand on est sans papier? Et comment la population construit-elle un avenir sous l'occupation? Donc, il est important de se poser ce type de questions et qui est-ce qu'on écoute? Peut-être qu'un décideur politique parlera de postes de contrôle. Ce qui arrive souvent en Palestine, c'est que beaucoup de femmes accouchent au poste de contrôle parce qu'on les empêche d'atteindre des hôpitaux à cause de l'occupation militaire. Donc, cette femme en sait plus sur la géopolitique, sur la région, sur les conséquences corporelles de l'occupation quand elle est arrêtée au poste de contrôle. Elle n'a pas besoin d'un diplôme pour comprendre tous ces éléments. C'est une expérience vécue de l'occupation. Même, c'est le cas aussi pour les enfants. Des enfants dans mon village font l'expérience de différents niveaux de violence et eux aussi, ce sont des experts et nous devrions les écouter. Prochaine diapositive. Qu'est-ce qui est inclus dans la géopolitique également? Eh bien, ça change ce à quoi les solutions ressemblent. Si on s'intéresse à la géopolitique plus traditionnelle, alors on se pose la question suivante, comment négocier une solution politique? Qui se tient de quel côté de la frontière? Qui occupe quel côté de la frontière? Et la question suivante est aussi importante, comment protéger leur vie? Comment faire en sorte que ces personnes aient accès à l'eau, à de la nourriture, à une bonne qualité d'air? Ça aussi, c'est important. Prochaine diapositive. Donc, depuis cette perspective, j'aimerais introduire une autre perspective, disons, grâce à laquelle on peut voir autrement la géopolitique et faire le plaidoyer de ceux qui sont les plus vulnérables, les plus affectés, les plus fragiles. Et c'est la direction que je choisis, la perspective que je choisis. Il s'agit de la géopolitique féministe. C'est une école de pensée. Dans l'école de géopolitique, c'est une approche qui redéfinit ce qui compte comme géopolitique. Donc nous devenons bien plus
nous analysons bien plus la géopolitique au niveau de l'État, au niveau des décisions prises par l'État et qui ça affecte le plus. Donc on s'intéresse à ceux qui sont le plus affectés et on leur donne plus de pouvoir pour qu'ils deviennent eux-mêmes experts en géopolitique et pour qu'on change de perspective. Par exemple, on s'intéresse au changement climatique, au stress, à la pénurie alimentaire, au traumatisme. Et ça, ce sont des événements géopolitiques. On les voit comme tels. Et on rend les luttes invisibles de la vie quotidienne visibles. Et on se pose la question la plus importante, comment euh, la géopolitique affecte-t-elle la vie quotidienne des personnes à Gaza tous les jours? C'est la même chose au Bangladesh. Et pareil pour les personnes qui sont à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Prochaine diapositive. Donc la manière dont on analyse la géopolitique d'un point de vue féministe, eh bien tout d'abord on s'intéresse à l'échelle. Pour comprendre le pouvoir, il faut qu'on ait une échelle plus fine et une échelle plus large. Pour l'échelle plus fine, ça signifie qu'on s'intéresse à des détails précis de la vie quotidienne. Et c'est ce qui a lieu en ce moment même pendant la guerre à Gaza et on s'intéresse à la manière dont ça affecte la population, comment ils cuisinent. Par exemple, certaines personnes ont réussi à cuisiner, à trouver différentes manières de cuisine et de nouvelles stratégies. Et donc, ça nous permet de faire le plaidoyer de ces personnes. Et ensuite, il s'agit de reculer et d'observer ces personnes de plus loin et de se demander pourquoi est-ce qu'il y a une telle pénurie alimentaire. Prochaine diapositive. La prochaine chose que nous devrions faire est de remettre en question le fossé public et privé. Souvent, il y a des choses qui sont considérées privées, euh, d'autres publiques, et parfois les mesures politiques affectent nos vies privées. Donc, il est important d'avoir ce type de conversation. On parle donc d'éléments publics, de ressources. Et que fait la politique féministe? Eh bien, elle remet en question tout cela. Par exemple, évoquons la vie privée d'une famille à Gaza qui essaie d'avoir accès à l'eau ou faire en sorte que cette famille ait une bonne santé mentale ou physique, ça devrait être privé, mais ce n'est pas le cas. Également, des événements privés organisés par les armées sous occupation militaire, des conquêtes, ça devrait être public aussi, mais ça affecte la vie des personnes de manière privée. Donc, il est important de remettre en question ce fossé entre le privé et le public, parce que tout est politique. Prochaine diapositive. Dernière chose, il nous faut comprendre ce qu'est la sécurité, ce que ça veut dire. La sécurité de qui? À quel coût? On se protège de qui? Passons à la prochaine diapositive. Prochaine diapositive? Non. Prochaine diapositive. Non, ce n'est pas grave. Quand on parle de la sécurité, je crois qu'il y a un problème avec les diapositives. Une petite seconde. Donc, quand on s'intéresse à la sécurité, il nous faut changer de perspective et non pas nous intéresser aux frontières nationales. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, si on s'intéresse à la sécurité nationale, euh, on protège les rues. Est-ce que l'Ukraine a eu plus de terres? Est-ce que la Palestine a eu plus de terres? Mais on oublie la question environnementale, économique, sociale, la population et la question liée à la santé aussi. Parce que la santé, c'est la sécurité pour la population. C'est comme ça qu'il définit
la sécurité. Bien sûr, nous avons aussi les diplomates, les États et quand on parle de d'enjeux, compréhensifs, il faut aussi prendre globaux plutôt, il faut aussi prendre en compte la jeunesse et pour obtenir la sécurité, alors on s'intéresserait plutôt aux services des renseignements, mais quand on parle de sécurité globale, alors on s'intéresse beaucoup plus aux droits humains, au mouvement pour la jeunesse et la menace, quand on parle de sécurité, eh bien, c'est l'invasion, la destruction, d'infrastructures. Alors que quand on parle de d'approches globaux, alors on prend en compte le changement climatique, la migration et la violence fondée sur le genre. Et pour résumer, à nouveau, je veux que nous tous, lorsque nous participons à des manifestations, quand on fait le plaidoyer de certaines personnes, quand on les défend, quand on regarde les actualités, eh bien, je suggère de faire plusieurs choses. Tout d'abord, il faut reconnaître que nous sommes vulnérables, qu'il y a des problèmes de genre, des problèmes de violence et qu'il nous faut y réfléchir. Deuxièmement, il nous faut nous recentrer. Quels sont les acteurs principaux? Et il nous faut non pas nous intéresser aux diplomates ou aux politiques, mais plutôt aux expériences vécues, à la vie quotidienne de chaque personne. Et dernièrement, il faut que nous nous intéressions aux communautés et au fait qu'on ne devrait pas simplement inclure ces personnes dans ces conversations, dans ces débats et parler du changement climatique et des mesures politiques, mais il faut faire en sorte que ces personnes dirigent toutes ces conversations parce que ces personnes en savent plus que nous. Merci beaucoup. Merci Gassel. C'était incroyable. Merci de nous avoir fait partager tous ces éléments. Merci énormément parce que je pense que tu as dit tout ce qu'on avait besoin d'entendre, toutes les expériences vécues et le fait que ces personnes soient expertes parce qu'elles ont vécu ces expériences. Et ça, c'est important. Donc, merci. C'était incroyable. Et je passe la parole à Alexis. Merci Hassan. Nous allons passer à notre dernière oratrice, Nisrine El Saïm, qui est une jeune leader soudanaise et présidente de l'Organisation soudanaise des jeunes pour le changement climatique, une organisation dirigée par des jeunes qui s'occupent des questions climatiques. En tant que militante et négociatrice pour le climat, elle défend la paix, la démocratie sociale, la justice et les droits humains. Dans la poursuite de cet objectif, elle est très active dans les médias. Par exemple, elle a partagé son expérience de fuite face au conflit, la famine et la coupure d'eau et d'électricité au Soudan, et a appelé à la paix lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle est titulaire d'un master en énergie renouvelable de l'Université de Khartoum et poursuit actuellement son combat en faveur de la paix, de la démocratie sociale, de la justice et des droits humains. Nisrine, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je suis désolée, je suis dans ma voiture parce que ma voiture est tombée en panne. Donc j'attends qu'on vienne m'aider. Et merci à Hassan plutôt. J'en ai beaucoup appris grâce aux différents orateurs sur la manière dont les conflits et le climat sont liés, en lien avec le contexte actuel dans leur pays. Au Soudan, la situation n'est pas si différente à comparer aux pays dont ont parlé les orateurs précédents. Et je pense que la seule différence, ou plutôt la différence la plus importante est la suivante. Il s'agit de l'intention et des médias qui se concentrent sur la Palestine et l'Ukraine. Il y a eu d'ailleurs des ressources et des études menées sur l'impact environnemental dans ces deux pays. Mais puisqu'au Soudan, nous avons une longue histoire de conflits aussi,
Je pense qu'il est important qu'il y ait des enquêtes, des études sur l'impact environnemental de la guerre au Soudan. Mais voilà ce que je voulais vous faire partager aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. En juillet 2024, nous avons eu beaucoup de pluie. Pourquoi? Parce qu'au Soudan, euh, eh bien, ça fait 3 ans ou presque que nous sommes en conflit et ça a eu des retombées négatives, dont le choléra, malheureusement. D'autres retombées sont à prendre en compte. Nous avons beaucoup de réfugiés au Soudan. L'année dernière, lors de la saison des pluies, il y a eu beaucoup d'inondations et malheureusement, ces inondations ont affecté les centres où les réfugiés avaient été accueillis et beaucoup de personnes ont perdu leur logement. Plus de 2 millions de personnes ont perdu leur foyer, non pas à cause du conflit, mais à cause du changement climatique et à cause des inondations. Et malheureusement, 4 sur 7 centres, ont été inondés. Donc vous pouvez imaginer la catastrophe et le désastre. Tous les, médicaments, ont été inondés, les logements aussi, les chambres des patients aussi. Et d'ailleurs, c'est le plus grand choléra qu'on ait jamais connu à cause, des inondations et l'année dernière, l'inondation représentait bien plus que le pays, de l'Allemagne. Donc le territoire touché par l'inondation était aussi grand que le territoire allemand. 2 tiers du nombre total des réfugiés déplacés ont dû déménager vers un deuxième lieu et à nouveau, ils ont perdu, heu, tout ce qu'ils, possédaient. Alors imaginez perdre tout ce que vous possédez, donc vous déménagez, vous commencez à construire une autre vie dans un autre logement, vous essayez de survivre et de vous en sortir et à nouveau, vous perdez tout et vous devez à nouveau quitter votre, logement à cause des inondations. Et tous les mécanismes d'aide qu'on a pu recevoir pendant la guerre n'étaient pas, sensibles au climat, ne prenaient pas en compte le climat. Beaucoup de camps pour réfugiés ont été construits sur des terrains inondables et également les personnes concernées, ne se sont pas nécessairement concentrées sur, le changement climatique, mais plutôt sur, les moustiques, les retombées du choléra sur la population ou plutôt, heu, des moustiquaires. Autre retombée qui a lieu au Soudan en ce moment et je pense que mes collègues en ont parlé également pour l'Ukraine et la Palestine, il s'agit de la dépendance aux combustibles fossiles. Donc ça aussi, c'est important. Lorsque la guerre a commencé, nous avons perdu un quart de notre bois à cause de la déforestation. Ils ont coupé les arbres et ils les ont brûlés. Donc il y a de triples retombées. Nous avons moins d'arbres désormais et donc nous avons moins, de carbone et par la suite, les arbres sont brûlés pour obtenir de l'énergie, pour, faire chauffer l'eau, pour faire bouillir de l'eau et également pour, allumer la lumière, pour avoir de la lumière et ça a mené à des retombées massives sur la déforestation. Ça a mené à la déforestation et à un processus de désertification. Plus d'11 kilomètres dans le sud, sont désormais un désert parce que
parce que, hem, ça a mené, forcément à ce qu'il y ait moins d'arbres et à une désertification. Autre élément important, les données, on n'a pas assez de données, donc on ne peut pas mettre en place différentes, interventions et c'est le cas notamment pour des pays qui sont affectés par des conflits parce que le changement climatique est un élément importé, et bien sûr, le changement climatique ne va pas se dire: «Je vais les épargner cette année, je reviendrai l'année prochaine», ça ne marche pas comme ça. Donc prendre en compte et donner la priorité au changement climatique, c'est important. Au lieu de penser qu'il y a de plus grands enjeux, je suis désolée de le dire, mais le changement climatique est notre priorité. Et autre élément, en lien avec la géopolitique dont on parle aujourd'hui, il s'agit des frontières. Si vous avez des inondations dans votre pays, par exemple, qui peuvent inonder le pays voisin, alors la coopération bilatérale, c'est important. Nous devons donner la priorité à cette coopération. Troisièmement, il y aura toujours une nécessité à innover et l'innovation est bien présente. Il faut du financement, il faut soutenir la population et il faut une scène pour que ces personnes puissent communiquer leurs idées. Voilà ce qui se passe au Soudan, pardon. Et ça ne devrait pas fonctionner de la sorte. Il y a des pays qui sont sensibles au changement climatique et qui sont en concurrence, qui se demandent qui dont on parlera le plus dans les médias. Combien de victimes y aura-t-il? Ils ne s'intéressent pas aux enjeux les plus importants, c'est-à-dire les médicaments. Et je pense que l'humanité devrait passer outre cette étape et plutôt se développer d'autant plus au lieu de reconstruire ce qui a été détruit. Je suis une militante pour les jeunes, je représente les jeunes. Je travaille pour une organisation. Nous travaillons pour le maintien de la paix. Nous nous concentrons sur 27 pays. Il s'agit de la YALAP, l'organisation. Nous nous intéressons à la vulnérabilité de chaque pays, à leur fragilité, au maintien de la paix, à l'indice de fragilité et de paix plutôt. Nous nous intéressons à Myanmar, au Bangladesh, à l'Afrique, à la Colombie également, au Moyen-Orient. Et je peux vous le dire, tout le monde dit la même chose. Il y a plusieurs catégories sur lesquelles les jeunes se concentrent. La scène internationale notamment, les conférences, l'accès aux plateformes internationales, également l'accès aux médias, pour qu'ils puissent faire entendre leur point de vue, leur histoire et la manière dont ils pensent à ces histoires. Et deuxièmement, l'accès aux technologies, puisque c'est important, puisqu'il y a parfois des difficultés dans leur gouvernement, ils n'ont pas accès à la technologie. Et troisièmement, l'accès au financement. Et je pense que nous partageons ce même point de vue. Beaucoup de jeunes ne reçoivent pas assez de financement. Donc si un pays obtient 70 $ disons, alors les pays dont je parle, les pays en conflit, auront bien moins de financement. Donc n'hésitez pas à me contacter. Si vous pensez que votre organisation remplit les critères nécessaires pour rejoindre notre organisation de 27 pays, ou si vous pensez pouvoir mettre quelque chose en place dans le réseau, puisque notre cause a de l'importance, et parfois nous n'avons pas nécessairement des personnes pour nous représenter. Ah, ça c'est mon fils qui se joint à l'appel. Oui, ça marche, ça marche. Voilà, c'était la cerise sur le gâteau. Donc n'hésitez pas de parler de tous ces conflits, de tous les conflits dans le monde et de la manière dont vous pouvez aider. Parce que parfois, le simple fait de mentionner un pays, de parler de tel conflit, c'est assez, ça suffit. Mais continuez à parler de tous ces conflits. Merci beaucoup, Nasrine. Ravie de te voir ici.
Merci pour, ta présentation absolument, pertinente. Et donc c'est un bon rappel aussi pour, les personnes qui correspondent, à ces 27 pays ou à cette catégorie que tu as décrite qui pourraient participer au réseau. Alors, je me demandais si Nesrine, tu pouvais rester encore un petit moment, si les oratrices pouvaient rester encore un petit moment pour, les questions-réponses. Je pense qu'on a une question et une réponse, pour chacun, chacune d'entre vous. Alors la première question, c'est: comment est-ce que, l'on fait le lien, entre le changement climatique, la géopolitique et le forage en eau profonde? Comment est-ce que l'on peut, quels sont les débats actuels et les pour et les contre? Merci pour cette question. Bon, c'est un peu une question, à 1 million d'euros, hein. Il y a énormément de choses, mmh, à prendre en considération. Il y a, tout le potentiel, du forage, des fonds marins, tous les minéraux critiques qui se trouvent, dans les fonds marins. Donc pour commencer, donc la commercialisation, disons la standardisation et de cette exploration des fonds marins n'est pas encore, tout à fait d'actualité. Beaucoup de pays montrent de plus en plus d'intérêt, heu, au fil du temps. On voit, aussi qu'il y a, toute la notion des zones économiques exclusives et l'exploration en eau profonde, correspond plutôt à la législation, qui régit, les eaux internationales. Donc c'est là que, on a un rôle juridique à jouer et bien souvent on voit qu'il y a des, pays qui adoptent une approche très, de précaution, hein, puisqu'ils n'ont pas tout à fait les connaissances ou en tout cas ne savent pas, très bien ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent exercer comme pratique, dans ces eaux internationales et même en termes d'exploration. Donc quel est l'impact aussi, environnemental de ces explorations sur les fonds marins? On ne sait pas encore quelles sont les conséquences, on ne sait même pas quelles sont les conséquences sur les ressources halieutiques, ou sur, d'autres secteurs, sur les moyens de subsistance et cetera. Donc à cause de ce manque de connaissances, puisqu'il y a ce manque de connaissances, c'est très, très important de, justement en parler et on voit justement qu'il n'y a pas de consensus. Même pour, les petits pays insulaires, dans le Pacifique, on voit que ce sont des pays qui sont en faveur de cette exploration des fonds marins, de ce forage dans les fonds marins, puisque c'est quelque chose qui peut développer leur économie et leur assurer, des moyens de subsistance. Mais c'est quelque chose aussi qui est fortement pointé du doigt par d'autres pays. Ouais. Pour certains, c'est quelque chose qui apporte une opportunité économique, alors que d'autres vraiment font un appel de conscience, par rapport à, ce type d'exploration et d'exploitation. Donc c'est un peu la question de jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Mais comme je l'ai dit, bon, dans tous les cas, la technologie est extrêmement chère, c'est très, très difficile d'y avoir accès. Il faut vraiment avoir les moyens de se l'offrir. Heu, je pense que ce seront d'abord les gros pays avec des grosses ressources, qui pourront se permettre, cette technologie et qui se lanceront, dans, ce type de pratique et c'est, voilà aussi dans cours, de débat, dans les négociations actuelles. Donc il faut être vraiment très prudent pour voir comment est-ce que ces pratiques vont avancer et comment est-ce que cela aura des conséquences sur, les populations les plus vulnérables. Et toujours, et s'assurer que l'on prend en considération, le raisonnement, scientifique qui se cache qui est derrière tout ça. Parce que bien sûr ici il s'agit de faire une exploitation minière dans les fonds marins et voilà, on a aussi peu de connaissances sur ce qui se trouve dans ces fonds marins. Merci. Merci beaucoup. Ouais, alors, surtout avec toutes les nouvelles découvertes qui ont été faites au cours des derniers mois, voilà, c'est quelque chose qui est particulièrement, d'actualité. Alexis, je te redonne la parole. Evgenia, j'ai une question pour vous. Comment est-ce que les systèmes décentralisés peuvent vraiment donner le pouvoir à la population s'ils sont toujours contrôlés par des acteurs privés et des investisseurs étrangers? Donc est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment marcher? Merci. Merci beaucoup pour cette question et je vois que j'ai aussi reçu beaucoup, beaucoup de questions et je dois dire que je suis extrêmement, inspirée, par cette session.
Il y a des questions extrêmement précises et pertinentes sur le sujet. Donc, je vous promets que je ferai un suivi, aux questions que j'ai reçues et je transférerai mes réponses à l'EJ. Mais voilà, j'ai parlé de beaucoup de choses, et tout à l'heure, on parlait vraiment de ces ressources énergétiques et j'ai participé à, de nombreuses conférences, de haut niveau, notamment une conférence qui a lieu à Londres, sur, le changement climatique et donc voir comment comment se passent aussi les discussions un peu dans les couloirs et je dois dire que on voit que tout le monde a très, très peur, de la dépendance énergétique et de la dépendance de manière générale envers la Chine, puisque la Chine, détient un quasi-monopole des matières critiques, surtout, vis-à-vis de pays, développés, comme, le Royaume-Uni et donc il y a eu un commentaire qui disait: «On vit dans un monde frappé par des multicrises, par des polycrises, par des méga-crises». C'est des termes un peu académiques, qui ont été utilisés et j'ai trouvé ça très pertinent parce que, voilà, si je reviens à votre question sur la décentralisation, alors comment est-ce qu'on peut donner le pouvoir davantage aux gens? Mais on n'a pas besoin de le faire, les gens ont déjà le pouvoir. Quand on parle de crise, de contexte de guerre ou de menaces, colossales, les gens se mobilisent. Donc le problème principal, c'est que les gouvernements n n'ont pas disons, cette réactivité institutionnelle pour, hem, appliquer les choses correctement. Donc les gouvernements ne sont pas capables de répondre rapidement à la crise. Et ce sont toujours les gens qui se mobilisent en réalité, qui proposent des solutions. Donc, je reprends l'exemple de l'Ukraine, où ce sont en fait les civils, les citoyens ukrainiens qui ont installé sur leur balcon, sur les toits de leur appartement, des panneaux solaires parce qu'ils savaient que ce serait la seule manière pour eux d'avoir une ressource énergétique, un apport en électricité pendant les coupures de courant. Donc, quand on parle de système décentralisé, bon, ici, c'est un défi multidimensionnel parce qu'il y a la question de comment est-ce qu'on peut garantir une transition énergétique sans le nucléaire. Bon, bah, je suis vraiment désolée de le dire, mais je crois que ce n'est pas possible euh, et à cause justement euh, de la situation actuelle. Et alors, certes, les énergies renouvelables sont formidables, mais à cause de justement cette charge de base, je crois que ce n'est pas possible et il ne faut pas non plus trop diaboliser le nucléaire. C'est quelque chose qui a permis à l'Ukraine de s'en sortir, en tout cas à plusieurs égards et avant l'invasion et 55 de l'énergie, en Ukraine venait, de sources, nucléaires. Donc bien sûr aujourd'hui, cet apport a diminué, à cause du cadre de l'invasion, mais c'est toujours le cas et c'est quelque chose qui permet de garantir justement l'apport de base en électricité. Mais évidemment, il n'y a pas 2 solutions uniques qui fonctionneraient pour tous les pays. Quand on parle de micro-réseaux, quand on parle de décentralisation, de système de micro-réseaux à l'échelle communautaire, on arrive à avoir, des petits stockages de batteries, des stockages, d'électricité. Des, systèmes à petite échelle qui opèrent, donc c'est ce qu'on appelle les micro-réseaux. Ça, c'est des solutions qui ont marché en Ukraine et qui pourraient être appliquées ailleurs, dans d'autres pays et c'est vraiment des enseignements tirés que l'on pourrait partager auprès d'autres experts dans d'autres pays. Quand il n'y a pas de quand il n'y a plus de pouvoir central. Alors, c'est beaucoup plus facile de déployer des solutions à petite échelle venant du terrain, des panneaux solaires installés par les citoyens et les citoyennes à l'échelle des communautés. Et c'est quelque chose qui permet de répondre extrêmement rapidement aux besoins des communautés. Mais si on pense un peu plus large, avec par exemple des champs d'éoliennes ou des panneaux solaires, eh bien à ce moment-là, ce sont en général, les régions touchées d'ailleurs sont des régions où il y a une capacité solaire très très élevée. Donc là, il faut donc c'est là qu'on se rend compte que les gens se saisissent,
en fait, de leur autonomisation, de leur indépendance, de leur propre pouvoir. Et l'idée, c'est de comprendre quelles sont les priorités. Et on voit aussi que dans les pays touchés par le conflit, ces pays donnent des leçons. En fait, il y a des leçons à tirer. Et on peut voir des manières de réarranger les systèmes énergétiques parce que l'urgence climatique n'est pas uniquement liée à la guerre. L'urgence climatique et la crise climatique va frapper tous les pays à travers le monde entier, qu'il y ait une guerre ou pas. Et donc, l'Ukraine est un bon exemple de résilience face à la crise climatique et face à la guerre. Donc, en Ukraine aussi, on a été frappé par des vagues de chaleur, par des événements météorologiques extrêmes. Merci Eugenia, merci pour votre réponse. Alors la question suivante, pour Rassen. Alors les personnes dans le sud global souvent portent le fardeau, bien lourd des conséquences, de la géopolitique et des changements climatiques. Quelle est la meilleure manière de convaincre, que ce soit des plateformes heu, pour, défendre leurs droits, notamment la lutte contre la décolonisation et autres? Question très intéressante. Alors depuis que la, dernière guerre, a éclaté, en Palestine, que, l'on donne davantage, de plateformes, de lieux d'expression, à la situation. Bon, je vais essayer de répondre à votre question, mais disons que l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de dire que nous, en tant que militants, heu, environnementaux, climatiques, notre travail, mon travail, c'est d'aller se tourner vers les personnes qui souffrent des conséquences de cette guerre à cause, de décisions, qui ont été prises, à plus grande échelle, au niveau des Nations unies et cetera et leur demander ce que ces personnes veulent. Alors si on prend un exemple, c'est on a tous et toutes entendu le président Trump, heu, dire, qu'ils allaient être transférés les Palestiniens de Gaza vers des pays voisins pour que tout se passe en sécurité. Mais et d'un autre côté, il y a d'autres pays, les pays alliés, du peuple palestinien qui disent: «Non, on ne pourra pas se permettre que cette situation se produise» et à nouveau, si, on pense à comment est-ce que ces décisions sont prises, on se dit: «Oui, peut-être qu'il y a des personnes à Gaza qui ne veulent pas, heu quitter, la maison de leurs grands-parents, quitter l'endroit où ils ont toujours grandi, toujours vécu». Mais peut-être que d'autres familles elles, choisiraient, d'aller vivre à l'étranger pour garantir la sécurité de leurs enfants. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est pour ou contre le transfert de ces Palestiniens? Est-ce qu'on leur donne la possibilité? Est-ce qu'on leur donne l'option? Est-ce qu'on les empêche d'avoir d'option? Est-ce qu'ils n'ont pas le choix? Dans le cas de conflit international ou de guerre, il faut se poser la question aux personnes concernées et Et il y a, vraiment, ce qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est, le la flottille, et le bateau justement, du Madeleine qui n'est pas arrivé, jusqu'à Gaza pour apporter l'aide humanitaire. Mais ici, l'idée, c'est de rapporter le regard sur le peuple palestinien. Donc la question à se poser, c'est: «Est-ce que notre action ramène les caméras, le feu des projecteurs sur les Palestiniens?» Est-ce que c'est une action qui va vraiment aider le peuple palestinien sur le terrain? Je pense que ce sont des questions qu'on devrait se poser, heu, régulièrement et qu'on devrait se poser par rapport aux personnes qui sont les plus vulnérables face au changement climatique et donner, en fait, un espace de parole à ces personnes pour qu'on ne fasse pas que les présenter, mais que l'on leur donne aussi cette information et qu'ils nous en donnent en retour
et le besoin le plus urgent ici, c'est de se demander, bah, comment est-ce qu'on crée ça? Comment est-ce qu'on fait en sorte pour qu'il y ait que l'aide humanitaire, arrive, heu, à ces personnes vulnérables? Merci. Merci beaucoup, Ressan. Très belle, réponse. Comment est-ce que l'on répond aux besoins, de base? Et c'est quelque chose de fondamental parce que voilà, cela va sans dire, on a besoin, de tout cela. Alexis, la parole est à toi. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Vous avez fait preuve de patience. On a un petit peu débordé le temps imparti. Merci pour les formidables orateurs et oratrices d'aujourd'hui. On aura un peu plus de temps d'interaction pendant les salles séparées. Alors, dernière question à Nesrine. Est-ce que vous avez des conseils pour voir comment concentrer nos efforts de plaidoyer et s'assurer que l'on donne un espace nécessaire aux experts des différents contextes? Nesrine, je ne sais pas si tu es encore là avec nous et si tu peux répondre à cette question. Oui, oui, je suis là. Alors, l'équilibre est assez simple. Le changement climatique n'est pas un problème qui évolue tout seul dans son coin. Ce n'est pas quelque chose de satellitaire. Il est interconnecté aux toutes les différentes problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Et donc, la question, c'était comment. La question, c'est aussi de voir comment est-ce que l'on peut localiser la recherche pour mieux localiser les solutions. Donc, on parle de changement climatique et de sécurité. Et l'année dernière, j'ai fait une petite étude pour voir combien des recherches on avait sur le lien entre le changement climatique et la question sécuritaire. J'en ai trouvé beaucoup, donc à peu près 1600, recherches et études, mais seulement, 10 de ces études, portent sur, le lien entre le changement climatique, la sécurité dans, des pays en situation de guerre et des pays, du Sud global. Donc voilà, il y a de grosses idées à faire passer en avant sur la décolonisation de l'aide, décolonisation de la recherche et je pense qu'il faut aussi, décoloniser, décoloniser notre avis, notre perception sur ce que sont les problèmes locaux. Parce que voilà, on dit: «Oui, voilà, on peut entendre essayer de oui, ce n'est pas notre problème, c'est à cause de l'Occident, des pays plus développés qui, émettent, les plus grosses émissions, c'est eux qui doivent trouver une solution». Alors certes, c'est le cas. En effet, c'est l'Occident qui doit trouver des solutions pour réduire, ces émissions, mais l'impact et les processus d'adaptation qui doivent se dérouler, est le problème des personnes qui sont les plus touchées et les plus vulnérables. Donc c'est là que l'on doit agir, c'est là que l'on doit trouver des solutions et selon, notre responsabilité historique, selon les conventions sur le changement climatique, ce sont les pollueurs qui doivent payer et il faut que ce soit clair et il faut que les rôles de chacun soient clairs. Qui doit faire quoi? Qui a la responsabilité de quoi? Merci beaucoup. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une session extrêmement riche et les questions étaient vraiment très, très pertinentes. Merci à tout le monde. Merci aux participants. Merci beaucoup Nesrine. Je vais passer aux remarques de clôture. Merci aux interprètes, merci aux oratrices et à notre orateur. Heu, les interprètes, je sais que, on a dépassé le temps imparti, donc si vous devez partir, il n'y a absolument aucun problème. Je sais que la session d'aujourd'hui était, assez dense. On a abordé, beaucoup de sujets. Et c'est vrai qu'on peut être aussi assez submergé par, l'actualité. Les catastrophes climatiques, les tensions politiques, heu, on peut, très, très rapidement se sentir, submergé. Mais je voulais vous rappeler que dans des moments, comme aujourd'hui, le plus important, c'est de se mobiliser, de se rassembler et que ce sont aussi les jeunes, les voix des jeunes qui refusent de se taire et c'est ce que l'on essaye de faire. C'est se mobiliser du mieux que l'on peut, faire front commun. Donc voilà, ne désespérons pas. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a on a du pouvoir ensemble. On peut continuer à faire preuve d'humanité et on doit continuer à se mobiliser du mieux que l'on peut, que ce soit à travers différentes manières, que ce soit à travers l'art, la cuisine, participer à des manifestations.
tout ce que vous pouvez faire dans votre pays, hem, faites-le, restez en sécurité, mais ne restez pas silencieux. Merci.